Oui, bonjour. Donc, je vais vous parler de graphène et matériaux 2D au-delà du graphène. Comme a dit Niki, je fais mes recherches dans le laboratoire IMPMC à l'UPMC, donc dans le campus Jussieu juste à côté. Et je suis physicien des matériaux. J'ai pris le pari de présenter quelques résultats, quelques innovations, plutôt que de faire un état des lieux de la chose, évidemment, avec ce point de vue du physicien. Alors, pour les physiciens, les matériaux 2D, c'est un domaine de recherche en fait qui est relativement vieux. Ça fait plusieurs décennies que les physiciens s'y intéressent. Par exemple, si vous voyez le review que j'ai cité ici, ça date d'il y a à peu près 40 ans. Par contre, comment est-ce qu'on fabriquait à l'époque ces matériaux 2D? Plutôt qu'un matériau 2D, c'était plutôt en fait l'interface entre deux matériaux, une jonction qui pouvait être entre un isolant et un semi-conducteur, ou bien quelque chose de plus exotique, par exemple des électrons piégés sur la surface de l'hélium liquide. Une des choses, un paramètre clé que moi aussi je varie dans mes recherches, c'est la variation de la concentration des porteurs pour induire des transitions de phase électronique, pour voir comment la structure électronique, les propriétés électroniques varient dans ce gaz, cette interface à deux dimensions. Et pour pouvoir le faire de manière bien contrôlée, une chose absolument requise, c'est d'avoir une interface très bien définie. Donc, comment est-ce qu'on réalisait ça et comment est-ce qu'on le réalise encore aujourd'hui dans beaucoup de cas? C'est effectivement de construire une interface entre deux matériaux, par exemple le silicium et le SiO2, donc entre un semi-conducteur et un oxyde, et induire ici à la jonction un gaz bidimensionnel en induisant un changement de la concentration des porteurs ici, en appliquant un champ électrostatique dans ce dispositif qui s'appelle un transistor à effet de champ. Donc c'est un peu l'élément clé dans ce type de recherche, mais vous savez très bien, c'est aussi l'élément clé dans toute la microélectronique, derrière cet ordinateur, etc. Donc on induit un changement de concentration de porteurs dans cette jonction en appliquant un champ électrostatique vertical et on mesure les propriétés de transport avec ces deux contacts latéraux. Alors, beaucoup de physique très riche est sorti de ce type de recherche. Plusieurs prix Nobel. On a l'effet Hall quantique, l'effet Hall quantique fractionnel, des prix Nobel théoriques, celui de l'année passée par exemple, sur les transitions de phase bidimensionnelles. Mais déjà, on voit que ce n'est pas vraiment bidimensionnel strict, parce que dans la dimension verticale, il y a une certaine extension des fonctions d'onde. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, alors, on a des jonctions entre différents types de matériaux. Ici, par exemple, un exemple plus récent entre deux oxydes. Mais vous voyez que ici, la jonction est très très bien définie dans cette cliché de microscopie électronique. Et donc, ça veut dire que les techniques de croissance doivent être très très avancées. En général, il s'agit d'épitaxie. Ceci dit, on n'a pas vraiment beaucoup de variété dans ces matériaux utilisés. C'est toujours, dans la grande majorité, c'est toujours silicium SiO2 ou deux semi-conducteurs pour créer la jonction, le puits de potentiel qui ensuite va piéger les porteurs de charge et créer notre jonction bidimensionnelle. Alors tout cela a changé il y a quelques années avec l'innovation portée par Game et Novoselov.
où ils ont pratiquement pris un Gedanken Experiment et ils l'ont transformé en réalité, c'est-à-dire ils ont montré qu'on peut prendre des matériaux lamellaires, comme le graphite par exemple, et isoler, avec une méthode artisanale, en utilisant le scotch, isoler une couche atomique ou quelques couches atomiques et regarder les propriétés électroniques de ces matériaux parfaitement bidimensionnels. Alors, pourquoi ça a révolutionné l'histoire, un petit peu donné une nouvelle naissance à cette physique en 2D? D'abord parce que ça introduit une grande quantité de matériaux différents, une variété, cette variété dans les différentes propriétés que ces matériaux peuvent avoir. On a des isolants lamellaires, des semi-conducteurs, des semi-métaux, des métaux, des supraconducteurs, etc. Et ensuite aussi parce que par rapport aux techniques de fabrication de matériaux bidimensionnels, ici une technique artisanale permet d'avoir très rapidement un matériau sur lequel on peut ensuite faire différents types de manip. Alors, vous avez bien sûr aussi, illustrant un peu cette variété de matériaux, le graphène, c'est le matériau prototype, idéal, puisque propriété de transport exceptionnelle, propriété mécanique aussi, inerte, pas mal inerte, donc qui se conserve assez facilement. Vous avez ensuite toute une variété de matériaux qui est venue derrière, le disulfure de molybdène qui est un semi-conducteur, les semi-conducteurs 3,6 comme le séléniure d'indium, etc. Et aussi l'idée qui a pris très rapidement, si on peut isoler une ou plusieurs couches de matériaux de types différents, on peut les empiler, créer cette société plurielle dont parlait Marcus Antonietti ce matin, et combiner différentes propriétés pour faire soit des dispositifs efficaces ou des matériaux nouveaux. Donc, par exemple, le graphène, on sait que le graphène a des propriétés de transport exceptionnelles. Par contre, le graphène n'a pas de bande interdite, alors que si on prend un matériau lamellaire semi-conducteur, on peut avoir des propriétés de conversion photoélectrique bien meilleures. Et si on combine les deux, on peut créer un dispositif simple, un photodétecteur avec des capacités exacerbé. Donc, je vais donner un exemple dans ce sens plus tard. Alors, deux petits exemples de la littérature pour montrer d'abord comment les propriétés de ces matériaux sont changées en passant du massif aux matériaux bidimensionnels, donc à une monocouche ou quelques couches atomiques. Et ensuite, un autre exemple pour montrer comment on peut construire des matériaux hybrides en associant deux matériaux différents. Donc, prix de la littérature. Le premier exemple concerne le disulfure de molybdène, qui est un semi-conducteur à bande interdite indirecte. Donc, dans le matériau massif, vous avez cette bande interdite indirecte qui fait que la conversion photoélectrique n'est pas efficace. D'ailleurs, ce matériau n'a jamais été cité pour des dispositifs. L'application le plus connue du MOS2 dans le passé, c'est en tant que lubrifiant, parce que c'est un matériau lamellaire comme le graphite. Alors, il y a quelques années est apparue cette publication qui a lancé toute une recherche dans ce matériau en monocouche, où les gens ont montré que une monocouche de MOS2, c'est-à-dire une moitié d'unité cellulaire, a en fait une structure électronique transformée et la bande interdite devient une bande interdite directe qui devient très intéressant pour plusieurs raisons. Alors, je l'illustre avec ces photos ici.
ces figures ici dans mon groupe, où on a fabriqué cet échantillon de MOS2. Alors la première photo, c'est une photo optique, à quelques dizaines de microns sur l'échelle horizontale, à peu près 10 microns sur l'échelle verticale. Et vous voyez 3 zones avec des contrastes différents. Le contraste le plus faible, c'est une monocouche, ensuite une bicouche, ensuite une tricouche. Alors on peut, au lieu de l'observer avec l'absorption de la lumière visible, on peut faire une cartographie Raman, c'est-à-dire l'intensité du signal vibrationnel venant des phonons du matériau. Et le dégradé du contraste est exactement le même, c'est-à-dire où il y a plus de matériaux, on a plus d'intensité, où il y a moins de matériaux, on a moins d'intensité. Maintenant, si on regarde une cartographie avec la photoluminescence, c'est-à-dire l'efficacité pour la conversion d'une désexcitation électronique en lumière, là, le contraste est inversé. La monocouche présente l'intensité la plus grande et cette intensité diminue quand on va vers le matériau massif, tout simplement illustrant ce gap, cette bande interdite directe dans la monocouche. Alors, les gens ont tout de suite suivi, à partir de cette première publication du groupe de Tony Hines, et on fait des dispositifs, par exemple des transistors à effet de champ à haute mobilité avec une grande efficacité et même une diode émettrice de lumière, comme vous pouvez voir ici, ce petit spot lumineux basé sur le MOS2. Et comme je vous disais, le matériau en monocouche devient tout de suite intéressant pour les applications parce que la structure électronique est modifiée. Alors, mon deuxième exemple, c'est l'empilement de deux types de matériaux différents, donc graphène dans un cas et le nitrure de bore dans l'autre, tous les deux en monocouche. Donc le graphène est un sémimétal, le nitrure de bore est un isolant. Tous les deux sont des cristaux bidimensionnels. Vous savez que la structure électronique des cristaux dépend de leur périodicité. Quand on les empile l'un sur l'autre, on peut les empiler de différentes manières, ce qui est montré dans cette animation ici. Et ce que vous voyez tout de suite, c'est ce qu'on appelle des patterns de moiré, c'est-à-dire que la périodicité change selon comment est orientée une couche par rapport à l'autre. Ce changement de périodicité influe sur la structure électronique de graphène et crée ce qu'on appelle des comptes de Dirac subsidiaires et change les propriétés électroniques, les propriétés de transport de ce graphène empilé sur le nitrure de bore. Donc deux petits exemples de la littérature pour vous montrer l'intérêt de la recherche dans ces matériaux d'un point de vue du physicien. Alors maintenant, je vais passer à quelques résultats dans mon groupe, à l'IMPMC. Donc, Johan Biscaras, mon jeune collègue maître de conf. À droite, vous avez les thésards qui ont fini ces dernières années. Et je vais parler surtout de leurs résultats ici. À gauche, vous avez la relève. Et si Clément m'invite une prochaine fois, on pourra discuter de leurs résultats. Alors, en fait, je vais commencer par vous montrer une petite innovation qu'on a fait pour fabriquer ces matériaux. Je suis en fait tombé dans ce bas-là des matériaux 2D il y a quelques années, en 2009. J'ai eu une petite idée de comment les faire. C'est une variante de l'exfoliation mécanique, mais ce n'est pas avec le scotch qui est un petit peu fastidieux. Alors, je me suis inspiré d'une méthode qui s'appelle la liaison anodique, qui est une méthode industrielle pour coller le silicium sur le verre. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends un morceau de verre qui est du type de verre utilisé pour les fenêtres. Tout verre, presque tout verre, contient des oxydes alcalins.
Et donc, je prends un substrat bien poli, bien sûr, propre, sur lequel je pose mon matériau lamellaire. On chauffe un petit peu le substrat et en chauffant, on va dissocier l'oxyde alcalin en ions. Alors après, on applique une différence de potentiel entre le matériau posé ici et la surface inférieure de mon substrat de verre. Et ce potentiel appliqué va faire dériver les ions mobiles de sodium et créer une charge d'espace ici en surface qui va créer une forte attraction électrostatique entre mon matériau posé sur le verre et la surface du substrat. Et après, on vient arracher ce matériau, ce qui laisse, dans le meilleur des cas, une monocouche et des fois quelques couches de matériau. Alors, ça permet de faire des surfaces un petit peu plus grandes, bien définies par rapport à la méthode du scotch. Ici, vous avez toute une variété de matériaux où on a déjà fabriqué 1, 2, 3, 4 couches d'échantillons et qu'on utilise ensuite pour faire nos dispositifs. Donc les MOS2 bien sûr, les NBSE2 qui est un supraconducteur, des semi-conducteurs, un supraconducteur à haute température critique, etc. Alors mon premier exemple, c'est toujours avec les MOS2 et c'est un exemple qui traite maintenant des propriétés vibrationnelles de MOS2 en quelques couches atomiques, comment elles sont changées par rapport au matériau massif. Auparavant, je vous avais montré le changement de la structure électronique. Alors, donc, les vibrations, les phonons dans ces matériaux, vous pouvez bien sûr, si vous considérez une couche de MOS2, vous avez les liaisons covalentes fortes entre les atomes et vous avez les vibrations dans la couche qui vous donnent des réraments à haute fréquence qui sont ici. Mais vous pouvez aussi avoir, bien sûr, des modes de cisaillement ou compression-extension entre les couches qui sont liées avec des forces faibles de Van der Waals. Et là, vous avez des fréquences beaucoup plus faibles, inférieures à 50 cm-1, ici. Alors maintenant, ce qui se passe, c'est que si on prend une seule couche de MOS2, donc cette couche ici, évidemment, ces vibrations intercouches disparaissent. Mais si on a 2, 3, 4, 5 couches, ces vibrations intercouches sont modifiées chaque fois par rapport à la valeur pour le matériau massif, tout simplement parce qu'on a ce nombre fini de couches. Alors, on peut comprendre assez facilement pourquoi il y a cette variation-là en faisant un modèle très simple. Ça va peut-être réveiller des souvenirs heureux ou moins heureux de cours de physique du solide au niveau universitaire. On a une chaîne linéaire avec des petites boules qui sont reliées par des ressorts. Cette chaîne linéaire n'est pas infinie, mais finie. Et on peut calculer comment les fréquences de vibration de mode transverse et longitudinal varient avec le nombre de boules. Et on a cette variation pour le mode principal compression-extension et le mode principal cisaillement qu'on peut exprimer de manière analytique. Alors si on prend cette courbe bleue et cette courbe rouge, je change simplement, je fais une rotation de 90 degrés, on a quelque chose comme ça. Et maintenant, si je prends mes mesures dans différentes couches de MOS2, évidemment, la monocouche n'a pas de mode de ce type, mais la bicouche, la tricouche, 4 couches, 5 couches, etc., oui. On voit que les deux modes de cisaillement et de compression, donc cisaillement c'est la ligne qui est assez étroite, la compression c'est la ligne un petit peu plus élargie, varient exactement de la manière prévue
par la formule analytique. Simplement, on assimile chaque couche à une des boules dans notre chaîne linéaire. Et ça marche très bien, et on peut faire une cartographie où on associe la fréquence propre à n couches, et on peut cartographier le nombre de couches dans notre échantillon très facilement, au point que le fabricant de notre Spectro-Raman a utilisé ces mesures pour leur brochure sur la Spectro-Raman à basse fréquence. Donc ça, c'est une première application pour montrer le changement de propriété dans ces matériaux 2D. Je vais passer à un autre exemple sur des dispositifs, donc des applications possibles de ces matériaux. Et là aussi, je vais prendre une application possible très simple, qui est un photodétecteur. Donc vous avez le schéma à droite, vous avez un matériau sur lequel on a posé deux contacts pour regarder comment les propriétés de transport, le courant varie essentiellement dans ce matériau quand on l'illumine. Alors si le matériau est un semi-conducteur, on va exciter des électrons à travers la bande interdite. Mon pointeur ne marche plus, donc à travers la bande interdite. Et en appliquant une différence de potentiel entre mes deux contacts, je vais fabriquer un courant, donc récolter les charges générées par la lumière et ainsi détecter la lumière. Donc pour avoir un bon dispositif, j'ai besoin, ça c'est valable évidemment pour les matériaux 2D ou d'autres, j'ai besoin d'une bande interdite directe, j'ai besoin d'une bonne absorption de la lumière. J'ai besoin d'une bonne absorption de la lumière, une bonne mobilité pour récolter ces charges générées par la lumière et une bonne stabilité dans des conditions ambiantes pour des raisons évidentes. Alors, pour vous montrer l'application des matériaux 2D pour ce cas du photoconducteur, on peut considérer un dispositif schématique ici. On voit que les dimensions latérales sont beaucoup plus grandes que les dimensions verticales. Je génère des charges que j'ai extraites dans mon circuit extérieur et en considérant que la mobilité ici dans mon semi-conducteur n'est pas très grande, en fait, la surface, le volume actif, ça va être le volume proche des contacts, parce que le libre parcours moyen est petit. Alors, si je rajoute ici un autre matériau 2D qui a de bonnes propriétés de transport, je peux penser que je génère mes charges dans le semi-conducteur, qui est bon pour ça, et je les transporte dans la couche qui a des bonnes propriétés de transport. Et je peux le faire en combinant, par exemple, le graphène et un semi-conducteur qui est le séléniure d'indium. Et quand je le fais, effectivement, donc le dispositif est montré ici, un morceau de séléniure d'indium sur lequel on dépose du graphène délimité par ce trait bleu, on pose des contacts, etc. Et on mesure par rapport, par exemple, l'efficacité par rapport à un dispositif uniquement de séléniure d'indium. Et on voit que l'efficacité est augmentée de manière assez spectaculaire, simplement parce que maintenant, par rapport à avant, j'ai tout le volume du dispositif qui contribue à l'efficacité. Alors, on a un gain supplémentaire, c'est-à-dire que le séléniure d'indium, surtout en quelques couches, est très sensible à la dégradation ambiante. En quelques jours, le signal Raman disparaît complètement. Par contre, quand on le couvre avec le graphène, ça protège, ça fait un packaging du séléniure d'indium qui va effectivement protéger ce dispositif et le rendre pratique pour l'utilisation. Alors, un dernier exemple assez rapidement, j'ai été un petit peu plus long que prévu. Une chose fondamentale qui nous intéresse dans ces matériaux, c'est pouvoir changer leurs propriétés et regarder
quel genre de transition de phase électronique on peut engendrer. Donc ici, c'est une structure électronique pour la chaîne linéaire d'avant, et vous savez très bien que les propriétés du matériau vont dépendre de où se trouve le niveau de Fermi. Ici, si c'est au milieu d'une bande, on a un métal. Si c'est au milieu de la bande interdite, on a un semi-conducteur ou un isolant. Et on peut changer cet état de fait pour un matériau donné, soit en appliquant la pression, le MOS2 par exemple à quelques gigapascales est métallique, par le dopage chimique dont on a beaucoup parlé ce matin, ou par le dopage électrostatique dans un dispositif de type transistor à effet de champ. Et en 2D, le type de variation de densité de porteur dont on est en train de parler est 2 ou 3 ordres de grandeur pour passer d'un semi-conducteur à un métal. Donc ici, c'est des équivalents en 3D. Et si on peut faire ce genre de changement de densité de porteur, on peut effectivement, comme montre ce schéma, suivant le matériau de départ, on peut engendrer des transitions de phase, passer d'un isolant à un métal à un supraconducteur, etc. Alors typiquement, on le ferait dans un transistor à effet de champ, mais le dispositif standard utilisé en microélectronique ne permet pas d'atteindre ces très hautes densités de charge dont on a besoin pour engendrer des transitions de phase électronique. Et là, on a introduit une nouvelle innovation, c'est-à-dire que si vous vous rappelez comment je fabrique mes matériaux, j'ai une charge d'espace à la surface de mon verre qui va introduire une charge miroir, comme a montré Patrice Simon ce matin, dans un matériau posé sur la surface. Si je peux contrôler très bien cette charge de surface, je peux effectivement doper mon matériau électrostatiquement, soit négatif, soit positif. Alors c'est quelque chose qu'on a fait par exemple sur le graphène, et cette courbe de la variation de la résistance montre ce dopage, et on voit qu'on peut arriver à des dopages très très grands et réduire la résistance de surface du graphène à des valeurs qui sont assez compatibles avec l'utilisation en conducteur transparent, en maintenant la transparence du matériau. Tout dernier exemple avant de finir, c'est faire le même genre de manip maintenant avec notre semi-conducteur MOS2, où je vais doper ce MOS2 placé sur le verre avec cette charge de surface et passer d'un semi-conducteur en variant la concentration de porteur qui est montrée ici, je vais passer d'un semi-conducteur à un métal. Donc vous voyez que la résistivité diminue avec la température pour différents échantillons, différentes épaisseurs de MOS2. Et quand je pousse ce dopage à des valeurs maximales, eh bien, j'obtiens une baisse de résistance assez spectaculaire de la résistivité qui correspond effectivement à une transition supraconductrice. Donc tout ça laisse beaucoup de possibilités pour une recherche à l'avenir, et je vais finir avec des remerciements pour les financements, etc. Merci beaucoup.